Envoyé. Nous avons interrogé hors caméra M. Bourgi, lui aussi dément formellement avoir apporté de l'argent du président Lissouba à Jacques Toubon. Ce n'est pas ce que dit l'ambassadeur Robert. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Auprès de Lissouba, il y avait Madame Mounari. Madame Mounari a noué des relations très étroites avec Robert Bourgi. Et Robert Bourgi, personne ne peut lui en vouloir, a aidé Jacques Toubon. Mais je ne dis pas que ce soit pour Jacques Toubon, hein, attention. Il est possible que Jacques Toubon ait fait ça pour financer son parti. L'ambassadeur Robert a des raisons de ne pas ménager Jacques Toubon et Robert Bourgi. Monsieur le ministre, expliquez-vous. Ils sont alliés en Afrique avec des camps opposés. Parce que moi, s'il y a un mec... En tous les cas, Jacques Toubon maintient sa position. Je peux vous dire une seule chose. Je peux vous dire une seule chose. C'est qu'il n'y a pas un centime qui m'appartient à moi, qui appartient au club. Hein, qu'il ne soit pas un centime qu'on puisse dire d'où il vient. Alors vraiment, vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Moi, je vous demande que... Dans cette histoire, personne n'apporte de preuves écrites d'un quelconque financement. Je vais... Parce que honnêtement... Loïc Le Floch-Prigent, on vient de voir toute la deuxième partie de ce document qui démontre qu'il y a un système qui existait avant vous, mais qui a continué au moment où vous étiez président, évidemment. Et après moi. Et après vous, sans doute, si vous le dites. Un système avec des systèmes de commission, mais un système qui a permis de brasser des dizaines, voire des centaines de millions de francs en dehors de tout contrôle. Beaucoup pensent que pendant que vous étiez là, le système a aussi dérapé. Alors on va revenir sur tout ça. Déjà, le financement politique, dans votre livre... Affaire Elf, Affaire d'État, vous dites je vous ai décrit le système Elf, je peux ajouter que l'ensemble de la classe politique savait qu'Elf faisait du financement politique. Un peu plus loin, vous dites eh bien, j'aimerais que les hommes politiques de la génération Chirac et Mitterrand prouvent qu'ils n'ont jamais, en 20 ans, reçu d'argent d'Elf. S'ils en apportent la preuve, vous avez le pape en face de vous. Absolument. Ça veut dire, lui, André Tarallo, il le dit clairement dans une déposition qu'il a faite. Vous le dites sans le dire. Est-ce que vous pouvez dire franchement, bah oui, Elf donnait de l'argent en liquide aux hommes politiques? Ça a toujours été le cas, oui. Depuis l'origine, bien sûr. Et sous quelle forme? Oh ben, on allait voir le secrétaire général, et d'ailleurs dans une émission récente, une des collaboratrices du président Mitterrand a indiqué comment ça se passait de son temps, c'est-à-dire dans les années 70. C'était classique, mais tout le monde le savait. Enfin, je veux dire qu'à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, vous voyez. Et l'hypocrisie, c'est de considérer que la vie politique française se finance avec les cartes de militants, de la même façon qu'il est hors de question de penser que la vie politique américaine se finance à partir des militants démocrates ou républicains. On va rester sur les zones d'ombre de l'argent d'Elf, en France notamment. Alors, la classe politique, alors il y avait des valises de billets directement, vous disiez, les hommes politiques allaient voir les secrétaires généraux du groupe, le secrétaire général de la société, de la compagnie, et qui disait, à lui on donne tant, à lui on donne tant. Ça, je m'en suis jamais occupé. J'en suis occupé. Vous faisiez quoi? Je faisais autre chose, c'est des sommes marginales par rapport, mais je ne faisais pas ça. Alors c'est tout le discours que j'ai depuis 6 ans et que j'essaie de faire passer aujourd'hui. On a du mal à le croire. C'est un manque de curiosité quand même. Bien sûr, peut-être aussi, et c'est un dégoût. Ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de m'occuper de ça. Je l'ai dit clairement au président Mitterrand, et je l'ai dit à chaque fois que j'occupais un poste. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouvez très bien considérer que ceci est condamnable, et je veux bien être condamné en disant que je n'ai pas été curieux, mais vous ne pouvez pas me dire en même temps que je dois être condamné parce que je sais. Je ne sais pas. Vous n'avez pas essayé, vous étiez président de cette société. Vous n'avez pas essayé, attendez, pardon, vous n'avez pas essayé de mettre un peu... 200 milliards. Oui, non, mais d'accord, mais par exemple, il y a un son incroyable dans le reportage où on vous entend dire, bah oui, un ordre oral, où vous disiez 15 millions de dollars sur le compte d'un tel ou un tel, en contrepartie de quoi? Bah rien. Vous mettez, ordre oral, on y va. Parce que j'ai un résultat derrière. J'ai un résultat derrière. Ah, donc ce vous résultat. saviez à qui on donnait? Non, je sais quel est le résultat. Je ne sais pas à qui je donne, mais je connais le résultat. C'est-à-dire que si jamais je gagne $1 milliard et que je verse 15 millions de dollars, j'ai un résultat. Mais je ne sais pas à qui je donne. La seule chose que je sais, c'est que j'ai le résultat.
Et c'est ça le monde des commissions. Il faut bien voir que lorsque vous avez un contrat d'armement, vous avez 25% des sommes qui sont comme ça. Et 25% des sommes de commission, ça conduit à des contrats. Alors vous vous réjouissez à M6 comme partout ailleurs, des contrats d'armement vous avez, mais vous avez versé 25% de commission. Enfin, M6, il n'y a pas de contrat d'armement. Il y avait beaucoup d'argent chez Elf. Est-ce que vous n'avez pas un peu pété les plombs à un moment avec l'argent de Elf? Quand il y en a tellement, quand on vous entend dire 20 millions, c'est rien, 15 millions de dollars, c'est des sommes minimes par rapport aux milliards qu'on brasse, on se dit, il y a quand même un moment, péter les plombs. On perd le sens des réalités. Il est clair que le sens des réalités est très difficile à garder dans une société qui fait 200 milliards de francs de chiffre d'affaires, c'est clair. Le fait qu'il soit difficile de compter les sous après qu'on ait compté les millions de francs, ça c'est clair pour tout le monde. Mais c'est vrai des plans de République, c'est vrai des premiers ministres, comme c'est vrai des présidents de société, quels qu'ils soient, et dans le monde entier. Donc vous êtes en train de dénoncer l'existence de gens qui ont une vie en comptant des sous et une vie en comptant des millions. Ça, vous en avez beaucoup. Et effectivement, vous voyez des gens qui ont une vie de faste, que rien n'explique, et disons que lorsque je regardais tout à l'heure les 2 résidences de mes collaborateurs, je me disais oui effectivement, ils ont quelque part, ils ont pété les plombs, mais bon, c'est des choses qui arrivent, ce ne sont pas les seuls à avoir des résidences de folie dans des paradis. Alors vous justement, vous aviez un salaire chez Elf de 100 000 francs par mois je crois, Oui. Une carte de crédit où vous diriez De l'ordre de cet ordre de grandeur, enfin, 100 000 francs par mois aussi. En moyenne, sur 4 ans, ça fait... Disons, grossièrement, j'ai coûté à la société 2 millions par an pendant 4 ans. Voilà. Qui contrôlait justement les frais que vous engagez avec cette note de crédit? Mon directeur de relations humaines, le directeur des cadres, toute ceci était contrôlé, était envoyé au ministère des Finances, et le ministère des Finances regardait ce que je faisais. Rien, il n'y avait rien d'occulte dans ça. Hein. C'était, voilà, vous êtes président d'Elf, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Très bien, parfait. Et effectivement, mon salaire était le 40e, le 50e ou le 100e salaire de la société. C'était comme ça. C'était la vision des choses à l'époque. Vous ne concédez que quelques centaines de milliers de francs, effectivement, prélevés à Elf. Je crois, M. Sirvin vous a fait un prêt de 800 000 francs. Absolument. Vous l'avez remboursé? Non, je dois le rembourser le 1er janvier 2002. Donc il s'agit de savoir si je peux le voir. C'est ce que j'ai dit à M. Van Rombeck qui m'a posé la question. Je lui ai dit, écoutez, quand est-ce que je pourrais le voir? Pour l'instant, je n'ai pas le droit de le voir, il est en prison. Mais dès que je peux le voir, je dois rembourser à son prêt. Ça faisait partie des pratiques de la société de pouvoir je n'étais pas. Lorsque j'ai fait ce prêt, M. Sirvin n'était plus mon collaborateur. C'est 2 ans après qu'il ne soit plus mon collaborateur. C'est un prêt notarié, déclaré tous les ans et qui a un ancien collaborateur. Voilà. Et que j'ai annoncé le 4 juillet 1996 en rentrant dans le bureau de la juge. Donc les juges n'ont pas découvert. Je leur ai dit voilà ce que mes relations avec Sirvin, en ce qui concerne l'argent, voilà quelles elles sont. Et un prêt qui était destiné à être remboursé. Absolument, qui sera remboursé. Alors, il y a une autre affaire qui vous concerne. Vous avez divorcé en 1992 de votre ex-épouse Fatima Belaïd. Il a été démontré qu'un appartement à Londres d'une valeur de 3 millions lui a été offert sur intervention d'un industriel, Maurice Biderman, qui était en affaire avec Elf. C'est très confus. Un appartement réglé avec les fonds d'Elf. Je n'y comprends plus rien, et les juges non plus. Alors à un moment, Comment on va savoir si cet appartement lui appartient à un Biderman, appartient à... On n'y comprend plus rien. Pour l'instant, non, bien sûr, mais l'appartement, pour l'instant, il appartient à Biderman. Alors il semble qu'il y ait eu des tractations entre les deux. Oui, il y a des tractations, c'est-à-dire qu'elle aurait rendu l'appartement 4 ans après, et en échange, 19 millions de francs, c'est ce qui a été avéré, lui ont été versés pour acheter son silence. C'est ce que d'aucuns disent, mais elle dit le contraire. Dans tous les témoignages qui sont effectués dans cette procédure, vous avez tout et le contraire de tout. Je n'y comprends rien. En ce qui me concerne, j'ai divorcé de quelqu'un en 92, je n'ai aucune relation avec elle depuis cette date, ça fait 9 ans. Je vous assure que si j'avais donné 19 millions à quelqu'un, j'aurais donné à quelqu'un d'autre qu'à elle. Voilà. Pourquoi aurait-il fallu acheter son silence? J'en sais rien. C'est aux gens qui lui ont donné l'argent de le dire. En ce qui me concerne, j'ai pas de problème. Alors, on va revenir d'un mot sur ces comptes qui géraient messieurs Tarallo ou Sirvin. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces comptes? Non. Contrairement à ce qui a été dit par M. Tarallo récemment, non, pas du tout. Ce qui a été rapporté il y a 48 heures dans la presse. Oui, tout à fait, donc 48 heures. Donc vous démentez? Absolument, complètement. Que vous je connaissiez... dément depuis 6 ans, je dément, je dis c'est pas vrai, je ne savais pas qui avait des comptes, Colette, machin, etc. Pour moi, ils disent que vous ne connaissiez pas les noms, mais que vous saviez que ces comptes existaient. Je savais que des comptes existaient, je ne savais pas qu'ils en étaient des bénéficiaires. Et vous connaissiez aussi
Oui, je sais ce qu'ils disent, Mais les téléspectateurs, pour leur dire, les circuits de financement qui allaient sur ces comptes. Alors, je n'en savais rien. C'est-à-dire que pour moi, celui qui savait si quelqu'un doit savoir, c'est le directeur financier. Donc que les juges commencent à interroger le directeur financier, qui était le maître d'œuvre de l'ensemble des comptes. C'est lui qui faisait les compagnies offshore. Si ces compagnies offshore s'avèrent être des compagnies qui étaient sous le nom de collaborateurs, qu'il l'explique. Moi, je ne le savais pas. Il ne faisait rien sans un ordre de vous. Il faisait tout sans moi. Détruit, vous le dites dans votre livre, qu'il y avait des ordres que vous donniez qui étaient détruits ensuite. Non, il faisait tout en moi. Il avait le même pouvoir que moi. Moi, je signais de l'ordre de 20 fois par an des ordres de virement sur des objets précis. Ces objets précis avaient leur correspondance dans les unités opérationnelles du groupe. Si maintenant les unités opérationnelles du groupe ont détruit ces documents, ce n'est pas de ma faute, je n'étais plus président en 93. Vous démentez avoir su qu'il y avait des comptes gérés par M. Tarallo ou M. Servan. Absolument. Il est question d'un autre compte qui a attiré l'attention des juges aujourd'hui. Enfin, non, ça fait 6 ans qu'ils s'interrogent sur un compte, donc, qui aurait 3 co-contractants, c'est-à-dire qui pourraient tirer sur ce compte. Un compte qui a été ouvert après d'ailleurs que vous ayez quitté la compagnie en 1994, et un compte, les contractants, 2 sont connus, oui. M. Servan et le troisième Tarallo, et le troisième ne l'est pas. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne connais pas ce compte. Est-ce que vous connaissez cette troisième personne? Sur ce compte, il y avait 8 millions de francs, où on pouvait tirer comme on voulait. Et je ne connais pas le bénéficiaire, et ce n'est pas moi. Et les insinuations de M. Van Ruymbeck et Mme Joly depuis 6 ans, j'en ai marre. Je n'ai pas d'argent. Par conséquent, je n'ai pas plus là qu'ailleurs. Donc, j'ai eu un contrôle fiscal sur 10 ans, on m'a tout pris, et maintenant j'en ai un peu marre d'entendre parler d'argent. Essayons de parler d'autre chose, essayons de parler de stratégie, essayons de voir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui sur le pétrole et le gaz. Nous sommes en train de tuer complètement cette activité en ne parlant que d'argent. Ce n'est pas que de l'argent. Admettez qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup avant, pendant et après moi. Et il y en a toujours, monsieur Chin, il y en a toujours des abus. Vous n'avez pas un régime birman aujourd'hui avec le soutien de Total Final sans mettre de l'argent au régime birman. Ne me faites pas croire que vous croyez ça. Donc je reviens sur ce fameux compte. Vous dites le troisième homme, je ne le connais pas. Et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas vous. Comme monsieur Van Ruymbeck, Mme Joly disent que ça pourrait être moi, l'insigne depuis 4 ans, je dis face à la caméra, ce n'est pas moi. La question a été posée, vous y avez répondu, c'est votre version, c'est votre déclaration, et on l'entend. Mais il faudrait démontrer l'inverse. Si jamais vous croyez que c'est mon argent, démontrez-le-moi. Non, mais que les autres le démontrent. Voilà. À un moment, quand vous dites, ça fait 7 ans qu'on cherche mon argent et qu'on ne le trouve pas. Quand vous dites je n'ai pas d'argent, quelle est aujourd'hui ma fortune personnelle est de l'ordre de 3 millions de francs. 3 millions de francs qui, normalement, sont quasiment hypothéqués par les dettes diverses que j'ai. Donc, normalement, si jamais je paie mes dettes, globalement, j'ai plus rien. Voilà. Et une maison que vous avez, je crois, avec ma mère, oui, qui vaut à peu près cette somme, et ma mère en est actionnaire, ma femme et mes enfants aussi. Et si jamais, c'est le seul bien, donc si jamais je la vends, je rembourse mes créanciers, j'ai plus rien. Alors j'essaie de conserver ma maison à cause des arbres qui y sont, mais que j'ai plantés moi-même, tout petit, et que je regarde grandir, contrairement à d'autres. Vous avez peur de retourner en prison avec le Fleck-Prigent? Je n'ai pas peur de retourner, j'ai peur pour ma famille que j'y retourne. Je considère que dans cette affaire, j'ai été le bouc émissaire, et je suis toujours, d'une affaire où des gens ont gagné de l'argent, des gens ont pris de l'argent. Est-il vérifié ou pas qu'il aurait dû en prendre? Peut-être, mais moi ça n'a jamais été mon problème d'en prendre, et donc j'en ai pas pris. Alors on peut me reprocher de ne pas en avoir pris, et d'être dans la situation où je suis, d'avoir mis ma famille dans cette situation, mais c'est la situation réelle. Quand vous dites des gens ont pris de l'argent, vous pensez à qui particulièrement? Je pense qu'il y a pas mal de cadres qui se sont enrichis dans cette société, et qu'il aurait été utile que les juges, fassent une enquête réelle sur les cadres qui se sont enrichis, plutôt que de faire une enquête sur le fait de savoir si moi j'avais de l'argent. Merci d'avoir été avec nous, le Fleck-Prigent. Il y a un autre personnage important dans cette affaire Elf qu'on a entendu tout à l'heure, notamment dans la partie sur l'Afrique, c'est André Tarallo. André Tarallo qui ne s'était pas exprimé depuis 2 ans à la télévision, que Denis Boutelier et François Ducroux ont interrogé à la fois sur sa villa en Corse, sur son train de vie et sur le financement des politiques. Il est aujourd'hui consultant international. Il travaille entre Genève, l'Afrique et Paris. Pendant 30 ans chez Elf, il a mené les opérations africaines jusqu'à devenir le véritable numéro 2 de la compagnie.
C'est un des hommes clés de l'affaire Elf. Il a accepté de répondre à nos questions pour donner sa version de l'histoire. Quel était le montant de votre salaire quand vous étiez en poste à Elf? Quand j'étais à Elf, mon salaire devait être de l'ordre de 1 500 000 francs. Et nous on dit 140 000 francs par mois, c'est pas très loin quand Non, c'est ça. André Tarallo a été pointé du doigt pour s'être bâti une maison extraordinaire, voire pharaonique, en Corse. Vous disiez pharaonique, je ne pense pas, c'est une grande maison, c'est sûr, il y a 8 à 9 chambres dans cette maison, une grande maison. Elle est effectivement bien située, il y a une très jolie vue de cette maison. On donne une estimation de sa valeur de 80 millions de francs. Ça me paraît être l'ordre de grandeur, je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais c'est cela. On m'a dit qu'il y a de très belles colonnades en marbre, je crois. Il n'y a pas du tout de marbre dans cette maison. Il y a de la pierre. Ce sont des colonnades en pierre. Mais comment a-t-elle été payée? André Tarallo affirme avoir eu d'autres revenus très importants entre 92 et 97. J'ai gagné de l'argent parce que j'étais conseiller de président africain. Lorsque j'ai gagné de l'argent, j'ai consacré l'argent que j'ai gagné à cette maison. Est-ce que vous pouvez chiffrer à peu près combien vous ont apporté ces activités de conseil auprès de chefs d'État africains? Oh, vous savez, quelques dizaines de millions de francs, ce qui est très important. Je m'en suis réjoui. Mais c'est cela. Autre question, ce fameux chèque de 839 000 francs qu'il a retiré en liquide au guichet d'une banque gérée par Elf. À moi-même. À quoi cet argent a-t-il servi? Et puis, vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce chèque. J'ai très peu souvent utilisé la FIBA. Je crois même tout à fait exceptionnellement la FIBA. Ça devait être 839 000 francs. C'est quelque chose de précis. Je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais sûrement une dépense qui je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun souvenir de ce chèque. Et surtout, dernier mystère, les magistrats s'interrogent sur des sommes colossales créditées sur ses comptes en Suisse. En tout 600 millions de francs. À qui était destiné cet argent? Je tiens à dire que les 600 millions de francs dont vous parlez par ailleurs, cela représente effectivement peut-être des sommes qui ont transité sur des comptes dont j'avais la gestion. Mais ces comptes, souvent, ne m'appartiennent pas. Et je tiens à le dire parce que, par exemple, si certains comptes avaient été vraiment ma propriété, eh bien, je crois que j'aurais fait un séjour à la prison de la Santé. À qui appartenait-il alors? Ils appartenaient à des responsables politiques africains, mais pas moi. C'est-à-dire des chefs d'État? Des chefs d'État. Est-ce qu'on peut parler de M. Bongo? Je ne citerai bien sûr aucun nom. M. Sassou? Je ne citerai aucun nom. M. Lissouba? Ils appartenaient à des personnalités africaines et ils ne sont pas à moi. André Tarallo, vous venez d'entendre, qui est sous le coup de 9 mises en examen dans cette affaire Elf. Il n'est pas le seul, bien sûr, une affaire complexe, tentaculaire, serait-on tenté de dire, sur laquelle travaillent depuis maintenant 5 ans un certain nombre de juges d'instruction. La première à avoir été rendue célèbre, c'est Eva Joly. Il y en a eu d'autres depuis, Laurence Wischniewski, Renaud Van Ruymbeck. Ils sont un certain nombre à travailler au pôle financier. Ils se sont fait connaître pour s'être attaqués à des ministres, à des PDG, dans des affaires délicates, complexes. L'affaire Elf en est une, mais il y en a d'autres aussi. Comment travaillent ces super juges, entre guillemets? De quels moyens disposent-ils aujourd'hui pour mener à bien leurs enquêtes, des enquêtes complexes face à des systèmes de défense bien organisés? C'est un reportage de Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Yves Tournou, Nathalie Martin et Tony Casabianca. Bonsoir Eva Joly et Laurence Wischniewski cet après-midi au domicile de Roland Dumas. La visite surprise du juge Alphen au domicile de Jean Tibéry. Bernard Tapie s'est expliqué pendant de longues heures dans le bureau du juge Benoît Persin. Tout à coup, on voit apparaître une génération de magistrats qui se disent, mais enfin dans le code pénal, il n'y a pas que les articles sur l'avortement ou le trafic de stupéfiants, il y a aussi les articles sur les abus de biens sociaux. L'ancien PDG d'Elf Aquitaine, mis en examen hier pour abus de biens sociaux. L'ancien bras droit de Jacques Chirac est mis en examen pour complicité et recel de corruption. Qu'il s'agisse d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption par exemple, ce sont tous des crimes. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, mais il y a des sommes d'argent phénoménales qui sont détournées. Ce que nous savons, au regard de ce qui se passe vraisemblablement, eh bien c'est sans doute une petite goutte d'eau dans la mer.
C'est une goutte d'eau dans la mer, et pourtant... On compte aujourd'hui près de 2500 instructions financières ouvertes à Paris. Les cartons. Ça va du petit entrepreneur qui a pris dans la caisse aux abus de biens sociaux des grands patrons. Officiellement aujourd'hui, cette délinquance en col blanc est une priorité. Pour preuve, on a rassemblé tous les magistrats en charge de ces enquêtes dans un bâtiment spécial dans les anciens locaux du journal Le Monde, le pôle financier. Avant, les juges devaient se contenter de petits bureaux poussiéreux. Aujourd'hui, ça ressemble au siège d'une multinationale. Sur 63 juges à Paris, 28 travaillent ici à temps plein, exclusivement sur la délinquance en col blanc. Derrière ces portes systématiquement closes, les plus grands noms des enquêtes financières. Philippe Courroy, 42 ans, l'homme qui a mis en examen Michel Noir, Jean-Christophe Mitterrand et Charles Pasqua. Marc Brisset-Foucault, l'homme qui a instruit l'affaire des lycées d'Île-de-France, l'homme qui enquête entre autres sur Michel Roussin et les voyages de Jacques Chirac. Son collègue Armand Ribérol, qui instruit les mêmes affaires avec lui. Au fond du couloir, Renaud Van Rynbeck, 49 ans, l'homme qui fit tomber le financement occulte du Parti Socialiste, aujourd'hui en charge de l'affaire Elf. Porte de gauche, Eva Joly, 57 ans, sur ses tablettes, le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie et Elf. Et dans le bureau contigu, Laurence Wischniewski, une dame très occupée et très pressée. À 46 ans, elle fait trembler le tout Paris des affaires, mais elle n'est pas mieux payée qu'un autre juge d'instruction, 30 000 francs par mois. Elle a de grosses responsabilités, notamment une partie de l'enquête Elf, la plus volumineuse actuellement au pôle financier. On en a combien de tomes, Isabelle, dans le dossier Elf? 160, moi j'allais vous dire 150, mais c'est 160. 160 comme ça à peu près, quoi. C'est voilà. Un tome, c'est ça? Ça fait 80 à 100 000 pages, personne ne sait au juste. Rempli combien d'armoires? J'en sais rien. J'en sais rien, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je pense qu'il nous faut 2 armoires. Dans ces armoires, des piles de cartons comme ceci, ce qu'on appelle des dossiers, des procès-verbaux, des comptes rendus, des lettres, et puis surtout des pièces à conviction. Concrètement, à quoi ça ressemble des gros dossiers Oui, mais ça sont les scellés, ce sont les scellés du dossier Elf. Qu'est-ce que c'est des scellés? Les scellés, ce sont les pièces que l'on saisit à l'occasion d'une perquisition. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple des relevés de compte, ça peut être aussi des tickets de caisse, des petites mentions manuscrites sur des petits carnets personnels, des agendas, des répertoires, parce qu'on fait des liens de personnes. Ça peut être toutes sortes de documents. Perquisition, garde à vue, écoute téléphonique, commande d'expertise. Depuis ce bureau, Madame Wischniewski a tout pouvoir pour mener les enquêtes qui lui sont confiées. Elle ne reçoit d'ordre de personne. Elle peut prendre tout le temps qu'elle juge nécessaire pour élucider les affaires qui seront ensuite jugées au tribunal. Qui nous avait été renvoyé par